14e édition de Destination Etoudi, J-2 avant l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Évidemment, c'est votre émission quotidienne qui vous rend compte de l'actualité autour de la campagne électorale. La campagne qui va évidemment aboutir à l'élection du nouveau président ou du prochain président de la République dans 2 jours seulement. Ce sera donc dimanche. Et ce soir, on va essayer de faire un certain, je vais me redire, le point des activités politiques qui ont eu lieu dans ce cadre-là. On ira d'abord du côté de Yaoundé avec cette interview que Atangandi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a accordé à la presse, une conférence de presse, a accordé à la presse nationale et internationale cet après-midi pour parler des dispositions qui ont été prises ou qui sont prises dans le cadre de cette élection. On ira du côté du MRC avec la conférence de presse également de Paul-Éric King qui a entretenu les hommes de médias de l'opinion aujourd'hui à 48 heures seulement du scrutin. Meeting de l'UNDP en Ngaoundéré, meeting du RDPC en Bangan Djombe Pendia. On reviendra également du côté de Nyambissam, c'est à l'est, avec ce meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et enfin, le ministre Laurent Esso qui a fait une sortie ici à Douala dans les communautés. On verra tout cela dans cette édition. Au téléphone, Mireille Siabze à Yaoundé, Alpha Amadou en Ngaoundéré, Clarisse Ekoe dans le sud-ouest à Boya, Ignatius Amabo à Bamenda dans le nord-ouest. Première partie, l'invité c'est le secrétaire général du Front pour le Salut National du Cameroun, le parti de Issa Tiroma Bakari. Le secrétaire général est une dame, Jeanne Soga, est dans ce studio. On va la retrouver à l'instant. Même le temps pour moi de dire également que dans la troisième et dernière partie de cette émission, on aura la phase débat. Le débat avec Kylian New Seva du SDF, Serge Angoni Ongene de l'Association de la jeunesse républicaine des jeunes républicains du Cameroun, André Luther Meka du RDPC. Et voilà donc l'essentiel de ce qu'on fera ce soir en 2 heures. Peter Sosé, bonsoir. Good evening, Dipita. Good evening, ladies and gentlemen. We continue our countdown to the October 7 presidential elections tonight as the day narrows down to barely hours at the moment. In tonight's edition of the program, our main guest is the Secretary General of the Cameroon National Salvation Front, Issa Tiroma Bakari, a lady, Jeanne Soga, with her. She will be telling us about the party's stance on this election and why they chose to support President Paul Biya. And thereafter, we shall be having a series of reports on the day's campaign activities as well as the interview granted the Minister of Territorial Administration as to the measures that have been taken in this year's presidential elections. Thereafter, we shall be hooking up with our correspondents in Yaoundé, Mireille Sabjou, Alpha Amadou in Garwa, Clarisse Ekoe in Boya, as well as Ignatius Amabo in Bamenda. And that will lead us to our debate where we have a clash between the CPDM and the SDF tonight. We invite you to join us as we begin right away with our main interview with our main guest for tonight. Once again, the Secretary General of the Cameroon National Salvation Front, Jeanne Soga, to whom we say good evening, madame. Bonsoir Jean, vous venez de Ngaoundéré, c'est ça? De Garoua. De Garoua. De Garoua, avec votre parti, le FSNC. D'abord, un aperçu de ce que vous y êtes allé faire, combien de temps, la mobilisation, comment ça se passe sur le terrain? Il faut dire que nous avons commencé à mobiliser depuis un certain moment. C'est-à-dire que nous avons, dans un premier temps, interrogé nos militants sur la question du choix de notre candidat, bien que le parti ait une plateforme de gouvernement avec le candidat président sortant Paul Biya. Nous avons donc fait une réunion du comité central, puis nous avons fait un meeting de mobilisation qui est passé largement, donc vous avez passé de larges extraits, et nous avons donc commencé le porte-à-porte. Et là, depuis environ 8 jours, je suis dans le Nord Cameroun pour mobiliser, pour faire le porte-à-porte, accompagner les militants, rencontrer les associations, les femmes, les jeunes, pour parler des problèmes du septentrion en général et du Nord en particulier. Il faut dire que nous avons été à Marois pour le meeting, le grand meeting conjoint autour du candidat Paul Biya. Bref, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire mobiliser pour le compte du candidat que mon parti a choisi de soutenir. Vous avez essayé de faire un récapitulatif des problèmes recensés dans cette zone-là. Quelles sont les solutions que vous proposez ou que le candidat que vous soutenez propose à ces populations, je veux dire?
Alors, il y a énormément de... Bon, il y a évidemment de nombreux problèmes, on s'en doute et tout le monde le sait. Il y a déjà des solutions en cours d'élaboration, des solutions trouvées, en l'occurrence les solutions sur l'alphabétisation des populations, des solutions relatives aux problèmes de santé, à la résolution des problèmes de santé des femmes et des enfants. Des hôpitaux sont en cours de construction. Avant cela, il y a des plateformes techniques qui avaient été remises à neuf totalement, en l'occurrence à Garoua et à Guidère. Évidemment, les populations ont des problèmes d'eau. Le FSNC, vraiment tout à fait par lui-même, avait donné un fort appui sur le terrain en installant 60 forages environ, rien que dans la région du Nord. Donc, on a discuté sur les problèmes qui restent à résoudre et les solutions qui vont être apportées, qui ont déjà été, qui ont vu déjà un début d'implémentation dans la résolution et qu'il faut simplement pousser jusqu'à terme. Voilà. Yeah, Madam, we know that your party also is implanted where you have many other parties supporting the head of state. What makes your own stand out amongst those who are supporting the head of state? La particularité de ce que propose le FSNC par rapport aux autres soutiens, les autres partis alliés, l'UNDP, l'ANDP, les soutiens du parti. Alors, I'm sorry, but I want to apologize because my English is very poor. No and problem. I prefer express myself in French. French, yeah. Okay. Donc, ce que je dis, alors qu'est-ce que nous apportons de plus? D'abord, je pense que les choses sont désormais claires puisque vous avez regardé les images. Ce que nous apportons, c'est l'appui en termes de mobilisation. C'est ce que nous apportons sur le terrain. Ce que nous apportons, c'est l'appropriation de l'argumentaire, dans notre argumentaire, du programme du candidat Paul Biya, ce qu'il propose pour, en termes d'opportunités pour le prochain septennat. Nous avons, comment dire ça? Alors, qu'est-ce que nous avons fait de plus? Nous avons, on va dire, fait campagne sur le terrain. Nous avons, pour ce qui concerne la région du Nord, rencontré tous les strates de la société. Qu'est-ce que nous apportons de plus? Je ne sais pas ce que font les autres véritablement quand ils sont, je veux dire, individuellement sur le terrain. Mais la pratique veut qu'on rencontre les gens, on discute avec eux, on comprend, on essaie de comprendre s'il y a eu des résolutions, comment ils ont apprécié le dernier mandat, les autres mandats. Est-ce qu'ils sont en adéquation avec ce qui va se passer? Et il faut dire que je reviens du Nord, on va dire rassurée par le fait que finalement, malgré ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les populations du Nord semblent être en parfaite adéquation avec le candidat président sortant. Alors, évidemment, depuis le début de la campagne, au-delà de votre parti, le parti du candidat que vous soutenez et les autres partis alliés à ce candidat-là, on voit une effervescence également en face. La plupart des candidats, sinon tous, sont également allés dans le Grand Nord, hein, Adamawa, Extrême Nord et Nord, battre campagne évidemment. Avez-vous ressenti cette pression-là, comme si la descente ou la sortie des 8 autres candidats a resserré un peu votre déploiement en termes d'atteinte, en termes de... Non, alors il faudrait peut-être interroger les candidats concernés. Je ne suis pas venue donner des leçons de quoi que ce soit. Ce que j'ai ressenti sur le terrain, c'est que avant notre descente à nous, il y avait déjà eu des descentes des candidats concurrents au président Biya. Bon, nous sommes arrivés. Je n'ai pas eu véritablement l'impression qu'il y avait eu une véritable adhésion à ce mouvement ou à cette tentative d'approche. Peut-être qu'il y a eu des erreurs stratégiques, je n'en sais rien. Toujours est-il que partout où nous sommes allés, on n'a pas posé forcément la question. Et il n'y a eu, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas, parce que sur le terrain, nous avons aussi des éclaireurs qui vont et viennent selon les cas. Je n'ai pas eu l'impression véritablement que le passage des autres a véritablement bouleversé la donne politique dans le septentrion, je veux dire. Évidemment qu'au-delà du septentrion, vous observez cette campagne à travers les réseaux sociaux. Bien sûr. Et vous écoutez, d'ailleurs vous parliez des images qu'on a diffusées ici, vous regardez les télévisions. Quelle appréciation générale vous en faites?
vous avez le sentiment que, peut-être contrairement aux campagnes précédentes, il y a eu plus d'engouement, il y a eu plus d'adhésion, il y a eu plus de mobilisation, que ce soit des candidats, de l'électorat ou même de la population? En réalité, pendant les campagnes présidentielles, parce que j'en ai connu quelques-unes depuis 1992, parce que la première élection pluraliste, je l'ai connue en 1992, il y a toujours beaucoup d'engouement. Je veux dire que la différence avec celle-ci, c'est qu'elle est plus violente en termes d'expression. Les gens sont violents dans leur langage, dans leur façon de faire, dans leur façon de s'exprimer, que ce soit dans les débats ou sur le terrain. Il y a une véritable violence latente, un peu comme si on pensait que le jeu politique, parce qu'on s'était exclu soi-même, s'était auto-exclu du fait de ne pas s'être, on va dire, inscrit sur les listes électorales, on pense prendre le pouvoir par la violence et la destruction. Voilà, la différence est là. C'est-à-dire que cette année, je constate que les gens sont plus violents, moins enclins à l'échange, je veux dire, à l'échange politique, c'est-à-dire argument contre argument. Ils ne vont pas sur ce terrain-là. On verse dans l'insulte, dans l'invective. On a beaucoup de mépris pour, ou alors on affiche un certain mépris, on va dire ça, pour ses concurrents, dans l'espoir de les avilir et dans l'espoir de les dénigrer aux yeux de ceux qui sont susceptibles de voter pour eux. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en face, dans le camp du président Biya, il n'y a pas de volonté de nuire et de détruire. Au contraire, il y a une volonté de construire, d'emmener les gens à comprendre que le débat politique est différent de la bagarre de rue et que, bon, il va falloir que les gens comprennent que lorsqu'ils sont invités, d'ailleurs, il faut dire que l'un des candidats en lice aujourd'hui avait fait toute une tentative pour amener les gens à s'inscrire. Et il me souvient avoir lu ici et là qu'il était le pion du régime, qu'il était... enfin, on lui a... Pour le citer. Voilà, donc qu'il était en réalité dans une démarche pour tromper les gens, alors qu'il était dans une démarche normale d'un homme politique qui pensait créer une sorte de véritable vivier électoral avec des gens avec des cartes électorales et non pas des badauds qui courent de meeting à meeting, parce que j'ai vu dans des images que certaines personnes se retrouvaient dans tous les meetings quasiment. Oui, il suffit simplement, nous avons aussi dans notre parti une équipe de veille et on regarde les images pour voir qui y est et effectivement il y a des gens qui sont allés à tous les meetings. Il y a des gens qui sont allés à tous les meetings quasiment. Après l'élection présidentielle, vous allez vous rendre compte, si vous regardez les images, que certaines personnes se retrouvent avec, à tous les meetings, y compris ceux où les gens viennent avec des tenues. Ça veut dire qu'en réalité, ils viennent plus par curiosité pour écouter peut-être des programmes, pour voir un peu l'engouement et peut-être même écouter les concerts, parce que finalement, on a trouvé la bonne recette. Et ça, la grosse différence, c'est que cette fois-ci, la campagne s'est faite accompagnée d'artistes où on a utilisé des gens avec plus ou moins de bonheur pour attirer des foules et donc remplacer le discours politique qui consiste à faire des promesses électorales, donc à défendre ce qu'on va dire, à expliquer comment est-ce qu'on va le financer. On l'a substitué par des artistes et des concerts où des gens viennent danser plus qu'autre chose. Voilà. Et vous mettrez donc dans la démarche du gouvernement à 48 heures de scrutin qui semble appeler au calme, à la sérénité, j'ai failli dire même à l'intelligence du peuple pour que déjà dimanche, la loi l'interdit, pas de tendance, pas de résultat, mais surtout que le vote se déroule sereinement? Bien évidemment, si je ne voulais pas faire de politique, je serais dans la brousse, armée, en train de me battre pour faire passer ma volonté et pas mes idées. J'ai choisi le débat politique parce que j'estime qu'il y a un chemin qu'il faut emprunter et il faut respecter les opinions des autres pour arriver à cela. Moi, je suis pour que cela se passe dans le calme. Évidemment, je suggère aux gens de rester apaisés parce que de toute façon, les Camerounais, dans leur grande majorité, ne veulent pas du tout que ça se passe mal. Ils veulent exprimer leurs opinions, leurs choix. Dans un isoloir, ils seront seuls face à leur conscience. Si les gens n'ont rien à se reprocher et s'ils sont si sûrs que je lis sur les réseaux sociaux, qu'on l'entend dans les meetings, il n'y a pas de raison qu'il y ait du bruit. Tout le monde va attendre tranquillement les résultats qui sortiront des urnes, c'est tout. Okay, Madam, the head of state, Paul Biya, was in Marwa for the campaigns. As an ally party to the CPGM, what significance do you draw from that outing?
Mais écoutez, moi j'ai été, on va dire, à la fois ravie et rassurée par le fait qu'il n'a pas choisi d'aller à Ebolova faire son meeting. Parce qu'on est dans une campagne où où il y a un véritable repli identitaire qui se manifeste. Et c'est ça qui est véritablement choquant. À l'inverse de cela, moi j'ai vu un candidat qui m'a rassurée, qui a choisi d'aller à Maroua, s'adresser à des populations qu'on disait abandonnées, qu'on disait complètement déconnectées du parti au pouvoir. Et donc, je suis allée aussi pour voir par moi-même ce qu'il en était. Et je me suis rendu compte en réalité que tout ce qui se dit n'est pas forcément vrai. Il faut aller sur le terrain pour constater. Et évidemment, il y a des mécontents. Évidemment, tout le monde n'est pas heureux. Évidemment, il y a des attentes véritables qui demeurent. Et je pense que il y a une volonté d'avancer, une volonté de bien faire, une volonté d'améliorer les choses qui est, je veux dire, visible et patente. Voilà. Mais évidemment, de ce point de vue, le candidat du RDPC est arrivé avec un ensemble d'autres projets, de propositions. C'est à se demander déjà qu'est-ce qu'on fait du bilan. À Maroua, il a cité un certain nombre de questions qui concernent l'énergie, l'éducation et tout le reste. Et c'est effectivement à se demander, d'ailleurs, c'est un peu le bâton de bataille de l'opposition, à se demander à tous les coups quel est le bilan avant de parler des projets, des propositions. Mais le bilan est là, on sait très bien. Nous avons dans l'éducation, pour parler de l'extrême nord, nous avons une université, nous avons des écoles supérieures, l'école supérieure des mines, nous avons l'école des instituteurs. Enfin, il y a quand même... je voudrais rappeler tout de même que lorsque le président Biya arrive au pouvoir, le septentrion est réputé pour être sous-scolarisé, pour être totalement abandonné. Je n'ai pas de critique formelle à porter à l'ancien chef d'État, mais je constate quand même qu'après 25 ans de pouvoir, tout le septentrion avait 3 lycées, d'accord ? Donc, bon, il faut quand même convenir qu'aujourd'hui, nous avons assisté à l'apport ou alors à l'installation, à l'implémentation de l'école sur le terrain pour enlever cette population, je veux dire, du mythe qui fait qu'on pense que c'est une zone sous-scolarisée et qu'on ne peut pas leur faire confiance. D'ailleurs, nous avons entendu, vous comme moi, vous les journalistes comme moi, que tous ceux qui postulent pour des concours et qui viendraient du septentrion seraient des personnes avec des intelligences, on va dire, intermédiaires, ce qui n'est pas vrai. Donc, une démonstration est faite de ce côté-là. Je l'ai dit, il y a des hôpitaux qui sont construits, il y a des barrages, il y a un certain nombre d'améliorations. J'ai dit qu'il y a des choses à parfaire, évidemment. Je ne pense pas que 7 mandats, je dis 7 mandats, 7 fois 7 ans, suffirait pour améliorer de façon définitive le bien-être. D'ailleurs, des pays émergents continuent à travailler pour le développement de leur population. Mais je dis qu'il y a effectivement le constat de ce que les choses se sont améliorées. Moi, j'ai été au Nord il y a de cela 30 ans. Les routes ne sont peut-être pas aussi bonnes qu'il y a 30 ans, mais les routes ne vous permettent pas véritablement de vous instruire. Avant, la fille dans le Nord était reléguée à des tâches domestiques quasiment, c'est-à-dire qu'elle était maintenue dans le sarré en attendant de pouvoir trouver époux, et lorsqu'elle avait atteint un certain âge, elle n'a pas trouvé de mari, c'était une honte pour la famille. Aujourd'hui, je constate de plus en plus que la jeune fille sort pour aller à l'école, qu'elle est poussée dans ses études par les parents, encouragée par les parents. Il y a des écoles proches, donc il n'est pas besoin de prendre le train pour aller dans le sud et aller à l'université. Je veux dire, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que ce n'est pas un bilan qui vous semble être positif? Alors, je voudrais dire une chose, c'est qu'en dehors de cela, il y a l'abattoir industriel dans la Damawa, il y a le barrage Bini à Warak, je pense. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Comme partout ailleurs, d'ailleurs, dans le Cameroun, je pense qu'il y a la route qui a été construite. Je veux dire, il y a quand même une route qui relie Yaoundé à Kousséri, en passant par Garoua. Je veux dire, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites. Maintenant, le président candidat a annoncé un certain nombre de projets. Mais ça veut dire simplement qu'il y a des promesses électorales et c'était à la fin de ce mandat-ci qu'on verra si elles ont été tenues ou non. Il me souvient que l'élite qui s'est exprimée par la voix du délégué
du gouvernement auprès de la communauté urbaine avait clairement énoncé que 80 à 90%, je ne me souviens plus, des projets qui avaient été implémentés étaient arrivés, je veux dire, à terme. Donc, enfin, je veux dire, avaient été effectivement respectés et implémentés. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus? Yeah, we also saw in the course of this campaign the visit of Aminatou Ahidjo, who is the daughter of Cameroon's first president in the Northwest region. What do you also make of that particular outing? Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour cette chose, enfin, pour cette action-là. J'ai regardé ça avec beaucoup d'admiration et ça m'a rappelé, je veux dire, mon évolution à moi-même il y a 30 ans. Voilà une jeune femme qui décide d'aller dans une zone réputée pour être insécure, dans l'insécurité totale, qui, bien qu'elle soit gardée, parce que vous savez, moi j'ai vu je veux dire, le MINDEF, le ministre de la Défense, aller dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, et son cortège s'est fait attaquer à 2 reprises, tant à l'aller qu'au retour. Cette jeune femme n'a pas hésité à aller dans cette zone insécurisée pour rencontrer les populations, les rassurer. Je ne peux pas, je pense que les gens ne mesurent pas l'importance de cette action. Pour moi, c'est de l'héroïsme, surtout en cette période où on nous passe des images et des vidéos, on nous envoie en permanence des vidéos où on voit des gens torturés, battus pour leurs opinions, simplement parce qu'ils répondent à l'appel du pouvoir en place. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Sinon que j'ai beaucoup d'admiration pour cet acte-là et il faut dire que je suis contente qu'elle soit allée. Je constate simplement qu'il est très facile de faire de la critique et de faire on va dire, de l'invective derrière un clavier, mais que c'est beaucoup plus compliqué d'aller sur le terrain, parce que si des partis politiques autres que le RDPC avaient demandé à aller dans ces zones-là, je pense qu'on leur aurait donné le même type de sécurité qu'on a donné à Mme Aminatou Ahidjo. Et bon, on l'aurait vu, mais je ne sais même pas si les gens ont essayé d'y aller. Alors, je pense qu'il faut encourager cette action et dire simplement que j'espère que le fait d'y être allé va porter ses fruits. C'est-à-dire que va non seulement rassurer les populations, mais donner un signal de ce que c'est quand même notre pays. Il y a des gens qui ont des velléités sécessionnistes, ils ont leurs opinions, et je pense qu'ils répondront de cela le moment venu, mais ça reste notre pays, et nous devons continuer à fonctionner comme cela, c'est-à-dire que considérer que c'est notre pays, que nous sommes partout chez nous et qu'il faut y aller. Alors, l'autre actualité qui s'est imposée pendant cette campagne, notamment depuis ces 48 dernières heures, et encore plus tout au long de la journée, c'est cette rumeur autour d'une éventuelle coalition des partis de l'opposition. Il y a des noms qui sont cités, Akere Mouna, Maurice Kamto, éventuellement Serge Espoir Matomba. Jusqu'ici, aucune des parties ne dément. Vous avez un commentaire là-dessus? Vous dites qu'une coalition de l'opposition, même à 2 partis, à 2 candidats, pourrait donner une autre coloration au scrutin du dimanche? Bon, moi je ne suis pas une analyste politique comme vous aimez les recevoir sur vos plateaux et je ne fais pas de l'incantation. Je pense que oui, c'est clair que ça va changer la connotation, mais à 2 jours ou à 1 jour à 24 heures de la date, on va dire fatidique, je ne sais pas à quoi ça servirait. Et de toute façon, bon, j'attends de savoir exactement qui se rallie à qui. Je m'étonne de savoir qu'à la dernière minute, tout le monde se précipite. Mais finalement, ce serait intéressant de voir effectivement qui accepterait de lâcher son ego et de se rallier à l'autre. Ce serait vraiment très intéressant. Sans que le camp d'en face ne se sente un peu bousculé? Est-ce que vous avez l'impression que je me sens bousculée là? Sait-on jamais. C'est pour ça qu'on pose la question, pour avoir une réponse. Dipita Tongo, vous me connaissez bien. Vous savez qu'en général, quand je suis, comment dire ça, je suis stressée, j'ai une certaine attitude. Non, je ne me sens pas du tout stressée. Je pense que c'est le jeu démocratique. Je pense qu'il peut y avoir effectivement à la dernière minute des ralliements. Et je pense que ça ne servirait pas à grand-chose parce que de toute façon, tout le monde confondu ne serait pas suffisamment fort pour battre le candidat du RDPC. Yeah, Madam, we know that you have been a hardline member of the opposition during the early days in this country.
one would like to ask whether you decided to support the head of state because you're tired of opposing him all the time. Non, c'est pas parce que je suis fatiguée. Alors, vous me demandez si je suis fatiguée. Oui. Non, c'est pas de la fatigue, c'est simplement du pragmatisme. Je veux dire, rester dans l'opposition pour s'opposer contre tout et n'importe quoi, ça n'a strictement rien de productif. Je veux dire, on fait de la politique pour prendre le pouvoir ou partie du pouvoir. Il se trouve que le parti dans lequel je suis le secrétaire général occupe une partie du pouvoir par le fait que son président est un des ministres dans le gouvernement. Il se trouve que nous avons des conseillers municipaux. Il se trouve que nous préparons à affronter les prochaines législatives et les prochaines municipales pour prendre encore plus de pouvoir. Donc, je ne vois pas, ce n'est pas de la fatigue, c'est plutôt une réorientation d'une façon de faire de ma stratégie politique. J'aurais pu effectivement rester, comme certains, dans l'opposition ad vitam aeternam, affiché, d'accord, en allant dans les cabinets civils toucher des enveloppes. J'ai choisi de jouer franc jeu, de réorienter ma politique autrement et de faire les choses de telle sorte que finalement, ma politique serve aux gens que je représente. Voilà. Alors, qu'est-ce qui aura, selon vous, peut-être manqué tout au long de ces 2 semaines de la campagne de façon générale? Alors, ce qui aura manqué, je pense, c'est la tempérance. La tempérance. Je pense que ce qui aura manqué, c'est que je n'ai pas senti les candidats s'impliquer dans la... comment dire ça? Dans le rappel, on va dire, le rappel de leurs troupes, en ce sens que je ne les ai pas sentis dans l'encadrement éducatif. Je les ai sentis plutôt dans l'échauffement, dans le fait de vouloir échauffer les esprits, pensant que ça pouvait se substituer à ce qui leur manque, c'est-à-dire des personnes avec des cartes électorales. Parce qu'il s'agit de ça. Le 7 octobre, ceux qui devront ou pourront voter, c'est ceux qui auront eu une carte électorale. Et on voit bien, vous et moi, puisque nous sommes observateurs depuis un certain nombre d'années, moi je suis un acteur politique peut-être, mais vous et moi quand même on observe, on a vu que globalement les lignes n'ont pas beaucoup bougé. On sait plus ou moins quelle a été la distribution des cartes avant. Nous avons observé les meetings autour du président candidat à sa propre réélection, sont tous occupés par des gens en tenue. Les meetings de l'opposition sont tous occupés par des gens qui viennent en civil. Alors, il faut qu'on se comprenne. Ceux qui sont des militants dans leur parti ont généralement leur carte d'électeur. Parce qu'ils ont suivi le mot d'ordre du parti, ils se sont inscrits. Quand vous faites la balance entre cela, je vois qu'en réalité, pour moi, il n'y a pas match. Mais il est bon que nous allions aux élections. Je suis contente qu'on n'ait pas fait comme... les années précédentes, en 97, où nous avons eu la politique de la chaise vide, etc. Il faut aller à l'élection, il faut s'éprouver sur le terrain pour comprendre au final, au sortir de cette élection-ci, quelles ont été, on va dire, les faiblesses des uns et des autres. Il faut que chacun fasse son autocritique et se dise que, OK, la prochaine fois qu'on m'invitera à aller m'inscrire, je devrais m'inscrire si je veux que ma voix porte véritablement ailleurs que sur les réseaux sociaux. Voilà. Et un appel peut-être aux électeurs pour dimanche? Ben écoutez, moi je vais appeler les électeurs à voter pour mon candidat, bien évidemment. Je ne vais pas dire autre chose. Je vais les appeler non seulement à aller élire selon leur ressenti et leur perception de la situation, selon ce qu'ils veulent, ce qu'ils auront tiré de véritablement positif dans les programmes, si ils ont eu à rencontrer. J'espère qu'ils feront le même choix que moi, bien évidemment, mais j'espère surtout qu'ils n'essayeront pas d'activer les populations et de pousser les enfants dans la rue, parce qu'on risquera fort malheureusement de se voir ou alors d'assister à des confrontations malheureuses dont on connaît l'issue. Yeah, we know that since the convocation of the Electoral College, ELECAM has been going through a series of preparations. How can you evaluate ELECAM at this particular time? Alors, ce que je peux dire, c'est que il m'a semblé que ELECAM est devenu un peu plus rigoureux dans on va dire, dans l'interprétation de la loi. On a vu que le SDF s'était ému de savoir qu'il y avait des bureaux de vote dans les casernes et que ELECAM avait accepté le principe de supprimer ces bureaux de vote dans les casernes ou alors de les sortir des casernes pour qu'ils soient accessibles aux scrutateurs, on va dire, civils, parce que c'était toujours très, très compliqué d'envoyer des civils dans les casernes militaires. Je vois qu'il y a un certain nombre
nombre d'efforts qui sont faits aussi sur l'acheminement du matériel électoral, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vois que des coins très reculés, y compris à l'extrême nord, ont déjà reçu leur matériel électoral. Il y a une véritable volonté que les choses se passent bien. Il y a, je vois, des concertations entre les candidats et, on va dire, le comité qui dirige ELECAM, c'est-à-dire le directeur général et tout son staff. Je pense qu'il y a, de mon point de vue, entre l'ancienne équipe et la nouvelle, un changement de façon de faire. On va dire ça comme ça. Voilà. On a pu observer que la communauté internationale, ou l'Union européenne notamment, s'est abstenue d'envoyer des observateurs au Cameroun. Est-ce à dire que définitivement on peut penser que la sérénité, le Cameroun, dans sa responsabilité entière, on peut lui faire confiance désormais? Écoutez, moi je pense que lorsqu'on a des inquiétudes, on va s'assurer de ce que ces inquiétudes-là vont trouver solution. Lorsqu'on n'a pas de raison de s'inquiéter, on ne va nulle part. On laisse faire, on fait confiance au pouvoir en place, à la souveraineté des États, à leur façon de faire. Je pense que le président Biya a déjà démontré à suffire qu'il est dans la tempérance permanente. On a vu que même dans les périodes véritablement âpres, de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'a à aucun moment donné d'instructions ou de directives allant dans l'accentuation de la violence. Au contraire, il a été dans la tempérance. Et j'ai bien vu, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, qu'en dehors de quelques activistes qui se trouvent aujourd'hui dans des organisations internationales et qui animent le débat en faisant croire que les populations civiles sont massacrées, il n'en demeure pas moins que ceux des militaires qui nous accompagnent, parce qu'il y a quand même des alliés qui nous accompagnent sur le terrain militaire, eux-mêmes font des rapports parce qu'ils constatent ce qui se passe et ils voient bien que nous sommes plus, sur la défensive que sur l'attaque. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on préserve les frontières de notre pays. On continue à penser et on défend notre territoire. Je pense que c'est ça le rôle de l'armée. Mais on n'est pas dans la gestion de la, de la haine. On n'est pas dans la gestion de la haine. Voilà. La haine est plutôt dans le camp d'en face. Merci. Merci, Dipé Tongo. Merci à vous. L'invité représentant ou le candidat et sa chef. Merci de vous être rendu disponible. Merci à vous de m'avoir invité. Je pense que vous repartez. Non, je vote à Douala, donc là je suis là jusqu'au 7 et puis à partir du 8, je vais donc remonter pour faire un peu le point avec nos équipes sur le terrain. On l'a fait avec les précédents candidats, je souhaite beaucoup de chance aux candidats que vous soutenez. Merci. La suite de cette émission, évidemment, c'est ce qu'on vous a réservé en termes de reportage et d'éléments pour essayer de vivre la campagne de l'intérieur du pays. Je l'ai dit, on ira à Yaoundé, on ira également dans d'autres localités du Cameroun, Banga et Ndjombe, c'est dans le littoral, Ngaoundéré, dans la Damawa, et puis on va faire l'Est, en Gabiza. Reportage. Au cours de ce point de presse, il a déclaré que son candidat, M. Maurice Kamto, a déjà gagné l'élection présidentielle et en conséquence, ils mettront sur pied des sympathisants pour défendre leur victoire. Il a également déclaré que les résultats provenant des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne seront pas acceptés. Pour le ministre de l'administration territoriale que je suis, les déclarations de M. Paul-Éric Kingué de ce jour confirment la vaste conspiration contre les institutions républicaines que le ministre de la Communication vient de dénoncer. Il est donc clair que nous avons affaire à certains candidats qui participent au processus électoral et qui paradoxalement ne veulent pas respecter les règles démocratiques. Je considère que les déclarations de M. Paul-Éric Kingué, je les considère comme un casus belli contre l'ordre établi et les institutions républicaines. En conséquence, il répondra le moment venu de ses propos
Et je dirais de même que M. Maurice Kamto sera comptable des propos tenus par son directeur de campagne ce jour à Lonkak, leur quartier général. Je voudrais rappeler que le ministre de l'Administration territoriale assure la tutelle des partis politiques, des associations religieuses et des ONG. À cet effet, les acteurs intervenant dans ces différents secteurs le font dans le cadre des textes en vigueur qui doivent être scrupuleusement respectés. Dans le cadre de l'élection présidentielle de cette année, le MINAD a mis à la disposition de tous les acteurs deux documents importants. Le cadre juridique et le guide de l'observateur. Ces documents font un résumé des droits et des devoirs des candidats à l'élection présidentielle ainsi que des observateurs qui doivent superviser ou encadrer cette élection. En ce qui concerne la proclamation des résultats, le MINCOM l'a dit, seul le Conseil constitutionnel est habilité à les proclamer. Tous les acteurs sont obligés de respecter le verdict des urnes tel que proclamé par le Conseil constitutionnel. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun fustige le comportement de l'organe en charge des élections depuis que la présidentielle 2018 a été lancée. Le MRC estime que Elekam fait tout pour que le RDPC soit le vainqueur de ce scrutin. J'ai pris sur moi de sommer Elekam il y a 7 jours exactement pour dire à Elekam de retirer, d'avoir à retirer dans les 24 heures qui suivaient les affiches et les banderoles du candidat Biya afin de permettre au MRC et pourquoi pas aux autres candidats d'avoir des espaces d'affichage. Elekam n'a pas réagi. Nous avons décidé de porter ce point en contentieux. Par ailleurs, le directeur de campagne de Maurice Kamto appelle Elections Cameroun à se réajuster dans les plus brefs délais et à prendre des dispositions pour que l'équité et l'équilibre soient entretenus à l'égard des différents candidats. L'heure n'est pas à la fraude. Sur le terrain, le MRC dit constater qu'Elekam continue d'enregistrer sur les listes électorales. Pourtant, le processus est clos depuis. Un certain nombre de griefs portant sur la fraude, sur les fraudes massives en train d'être organisées partout avec la caution de l'Elekam. Alors nous disons que nous avons constaté que l'Elekam serait en train de travailler pour favoriser le candidat sortant en violant de manière flagrante l'article 97 du Code électoral qui prescrit que les listes des bureaux de vote, la liste des bureaux de vote est transmise aux démembrements communaux de l'Elekam Cameroun pour affichage au moins 8 jours avant la date du scrutin. À ce jour, nous n'avons aucune liste affichée. Nous appelons dès ce jour nos scrutateurs et nos militants sur l'ensemble du territoire camerounais de résister avec la manière la plus farouche pour que de telles démarches ne soient pas admises. Le parti de Maurice Kamto appelle tous ses militants, sympathisants et partis de l'Alliance à protéger leur vote dans les différents bureaux le 7 octobre. Faire réélire le président de la République, Paul Biya,
C'est l'objectif principal que s'est fixé l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, parti allié au RDPC pour cette élection présidentielle. Comme une sirène retentissante, les militants de l'UNDP auxquels se sont joints ceux du RDPC sont sortis pour accueillir Margaret Bello-Bouba, président national de l'UNDP. C'était hier jeudi à la place des fêtes d'Ingaoundéré. C'est le message de lire le président de la République le 7 octobre 2018. Tranquillisez-vous, monsieur le président, ne nous dites rien. C'est déjà fait. Nos voix ne vont pas se disperser. Nous vous assurons de toutes les voix de l'UNDP dans le département de la Vina. Aucune voix ne vira au hasard. Nous allons converger nos voix autour du candidat Paul Biya. Margaret Bello-Bouba a tenu à féliciter les adeptes de sa formation politique pour leur engagement à soutenir sans relâche et pour la énième fois la candidature du président Biya. Il est à rappeler qu'à l'issue du congrès de l'UNDP tenu le 18 juillet dernier à Yaoundé, au rang desquels des défis sécuritaires, notamment les actes terroristes de Boko Haram dans la région de l'extrême nord, les phénomènes de prise d'otages avec demande de rançon dans la région de la Damawa, les crises dans les parties anglophones du pays et l'insécurité dans la région de l'Est. Pour lui, les efforts entrepris par le président de la République ne doivent pas être interrompus, ils doivent être poursuivis afin de magnifier le vivre ensemble. Également, les chantiers des infrastructures sportives devant accueillir la grande messe footballistique continentale doivent atteindre leur vitesse de croisière afin que le pays puisse offrir son hospitalité légendaire à tout un continent. Dans aucun pays au monde, un parti politique seul représente la majorité de la population. Il y a toujours, parce qu'on est en démocratie, des citoyens qui restent libres de leur choix. Margaret Bello-Bouba, président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, a invité tous les militants et sympathisants et également les indécis à se mobiliser comme un seul homme pour voter à 100% le président Biya. L'UNDP, sa présence politique dans la Damawa et en Ngaoundéré n'est plus à démontrer. Donc la contribution que notre parti va apporter à la candidature du président Paul Biya, nous pensons qu'elle non seulement se justifie, mais qu'elle va permettre de bien faire la différence. Joie et fierté se lisaient sur les visages des partisans du RDPC. Ce meeting s'inscrit tout simplement dans la continuité parce que vous savez, il y a eu une ouverture de campagne solennelle dans la région de la Damawa et dans le département de la Vina, auquel a été associé tous les partis qui soutiennent la candidature de son excellent Paul Biya, qui est une candidature du RDPC en réalité. Donc nous sommes contents d'être à côté de nos alliés. Vous avez vu beaucoup de mobilisation. L'UNDP a donné des consignes. Aucune voix, tout c'est pour le président Biya. Tous se disaient prêts et n'attendent que le dimanche 7 octobre pour porter le leader du RDPC à une victoire écrasante, assurance faite par le président régional de l'UNDP. Comme tête de proue, le ministre le jeune Belambela vient de conduire la commission départementale de campagne du RDPC pour le Mungo dans les arrondissements de Mbanga et Njombe-Penja. Il s'est rendu personnellement dans ces deux localités jugées difficiles puisque dominées par les partis de l'opposition. Vous connaissez l'histoire de cet enfant qui était riche de tout, de son père, et qui un jour il a dit, donnez-moi ma part d'héritage, je m'en vais me débrouiller ailleurs. L'enfant est parti, il a connu des infortunes, et un jour il s'est dit, pourquoi je souffre alors que mon père a tout. Avant le SDF, il y avait le RDPC. Avant le SDF, il y avait le RDPC. Applaudissez pour ceux qui sont de retour. Les enfants polis.
Pour ce cadre politique du RDPC, par ailleurs ministre des Relations extérieures, il s'est agi de mettre en œuvre quelques stratégies et sensibiliser les populations sur le choix de leurs candidats. Mbanga a fait comprendre que dans sa diversité, qu'elle soit pluri-ethnique, qu'elle soit bi-ethnique, comme on dit anglophone, francophone et toutes les autres communautés, eh bien, ils restent tous unis dans la diversité et surtout dans le vivre ensemble. Mbanga, c'est l'esplanade de la mairie qui a servi de cadre au grand meeting qui a vu certains partis de l'opposition rallier les rangs du RDPC. Un peu plus tard, dans la nuit, c'est la place des fêtes de Njombe Penja qui a regroupé les militants et sympathisants du RDPC sur un terrain contrôlé par une rivalité agissante. Là encore, le ministre n'a ménagé aucun effort pour montrer que le candidat du RDPC est celui qui promet et réalise. C'est lui qui conduira le Cameroun à l'émergence. Le barrage hydroélectrique de Menvel incontestablement et la route Méo-Centre Niabizan sont autant de faits du régime du renouveau que les habitants de Niabizan doivent à Paul Biya. Face aux 8 autres candidats pour cette élection présidentielle, le choix est vite fait. Donc, monsieur l'État aura Niabizan 100%, la vallée du Thème 100%. C'est ce qu'on dit en notre cela en bon mot. Parce que l'abstention peut toujours jouer en notre défaveur. Donc tout le monde aille au vote le 7 octobre 2018. En présence du sénateur Obama Sam, chef de la délégation permanente du RDPC dans la vallée du Thème, et d'autres élites de la localité, c'est avec ferveur que les militants du RDPC de Niabizan célèbrent déjà la victoire de Paul Biya le 7 octobre prochain. Et ce, d'autant plus que le lieu où se tient ce meeting est symbolique. Le lieu même qui nous abrite aujourd'hui, c'est là où le chef d'État voulait son pied à Niabizan. Le meeting aura également été l'occasion de la démission solennelle d'un cadre de parti de l'UDC au profit du RDPC. Celui-ci a été clos par une marche de soutien au candidat Paul Biya du RDPC. Voilà donc l'essentiel de ce qu'on peut dire de ces éléments qu'on a pu avoir de nos correspondants à travers le Cameroun, quelques régions évidemment. On va tout de suite avec Pita Sossé d'abord. D'abord ce commentaire aussi, c'est le ministre Laurent Esso qui poursuit sa descente ici à Douala. Il a rencontré ce jour même au cercle municipal de Bonanjo les communautés du littoral vivant hors du Vori. Le message évidemment est celui de la grande mobilisation autour du candidat Paul Biya qu'il soutient et surtout que les électeurs du RDPC se rendent massivement dimanche prochain dans les bureaux de vote et choisissent le bulletin de leur candidat. Évidemment, c'est Laurent Esso qui, depuis pratiquement le week-end dernier, donc, est en tournée dans cette région. On va tout de suite derrière prendre deux réactions. D'abord, un responsable traditionnel et puis ensuite, ou l'inverse, le ministre d'État, Laurent Esso, garde des Sceaux, qui va dire exactement le message qu'il est venu transmettre à ces populations-là. Une question, s'il vous plaît. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons rencontré une partie de la communauté Sawa vivant à Douala. Dans notre stratégie de porte-à-porte et de rencontre des communautés, une approche de proximité qui nous permet de rassembler le maximum de voix et d'adhésion pour notre candidat, la force de l'expérience. Je vous remercie. Yeah, first and foremost, we the elites of Barombi, which is part of Banco, we just had an invitation from the Minister of Justice, Keeper of Sales, to hold a meeting together with the Sawa brothers. And we just understand during the meeting, it was like a campaign for the next presidential elections. And all we can say is that from all the speeches and the promises that they've given to us, we say, okay, we are behind them for the presidential elections. Yes, that was the Minister of State, Minister of Justice and Keeper of the Seal, who is the regional coordinator
for the CPDM presidential campaign here in Douala. Laurent is meeting with some communities in the Vore division, and there you got the reaction of one of the traditional rulers as well as the minister himself. At this juncture, we shall be taking the pulse of the campaigns in some parts of the country. If everything is okay from the other side, we shall be getting across to Clarice Ekowe in Buea. Clarice, good evening. Thanks for joining us. Good evening, Peter. Yeah. Can you tell us how Buea is faring with barely 48 hours to the elections? Well, just as you just rightly mentioned, it is less than 48 hours to the October 7th polls. But Buea, as we know, due to the present insecurity and a lot of Denizens have fled away from some neighborhoods, like in the case of My 16. We have the case of Munyang, we have the case of Mubaka and other areas that a lot of inhabitants of Buea have fled out of the region. And actually, these areas are also some strategic areas where elections and police stations will take place. So it's actually difficult to actually predict how the elections, how the population will turn out and come on Sunday, October 7th, to cast their vote, because the present a lot of critics have expressed worry on how presidential elections are expected to hold in India, given that majority of the population have migrated out of the region. However, elected officials have equally emphasized that the heritage of commitment to ensure that each voter is being assured of his or her security when they make their way to the various polling stations. Because a lot of the polling centers, those which are less secured, have been grouped into other polling stations in order to make it more for the voters to come and cast a vote. And the kind of features have equally made it known that the transportation of voters to these polling centers to ensure their security, so that they can be transferred to the polling center. So those who have fled from the region, they have been encouraged to come back to the region so that they can exercise this civic responsibility at this very crucial time, which concerns the country and for them to have a better future. All right, Clarice, thank you very much. We do invite you to be on standby tomorrow, same time, as we shall be getting to you to get the last tidbit as far as the campaigns are concerned. It is still an uneasy calm in the city of Buea, chieftain of the Southwest region, with less than 48 hours to the 2018 presidential elections. And of course, the situation still remains one of uncertainty as to whether elections will hold there in a free, fair and transparent atmosphere. And just as you heard from Clarice Ekowe, Elekam, however, remains upbeat that everything will go according to plan. Vous faites bien de le dire, hein? Elekam a pris des dispositions pour que les populations dans ces zones relativement délicates participent au vote. C'est-à-dire que le sud-ouest et le nord-ouest vont, dans la mesure du possible, donc apporter leur voix au concert national des autres régions qui vont évidemment choisir le prochain président de la République dimanche dernier. D'ailleurs, le directeur général d'Elekam l'a expressement dit au cours d'une conférence, au cours de la dernière réunion tenue à Yaoundé il y a, je crois, 48 heures, hein, pour assurer les populations du nord-ouest et du sud-ouest, elles vont participer à ce scrutin-là. Cela dit, on va peut-être retourner au téléphone. Vous nous direz exactement qui est en ligne. Si ce n'est Amabo dans le nord-ouest, ce sera certainement Alpha Amadou dans le nord, à Garoua. Alpha Amadou qui a vécu hier la mobilisation de l'UNDP. S'il est en ligne, on sera avec lui. Le temps pour nous peut-être de rappeler que nos invités sont déjà installés. On va les présenter d'un moment à l'autre. Vous le savez donc, c'est la deuxième partie de ce... on va entamer la troisième partie de cette édition quotidienne. Nous sommes à 48 heures du scrutin. Et peut-être le temps également de rappeler que le ministre de l'administration territoriale a signé un arrêté aujourd'hui, conformément à la loi, qui décide de ce que 48 heures avant le scrutin, toutes les frontières sont closes pour permettre le déroulement serein
du vote, éviter éventuellement des fraudes à travers les déplacements des populations. Donc désormais, entre les départements, il est interdit de circuler sans laisser passer. Évidemment, il y a quelques exceptions. Laisser passer les voitures autorisées peuvent faire ce déplacement-là. Mais à l'intérieur des villes, il est clair que les populations peuvent se mouvoir. D'ailleurs, ce sera également l'une des façons d'aller voter massivement dimanche dernier. Il est comme annoncé plus de 6 500 000 personnes qui sont inscrites et qui sont donc attendues dimanche prochain. On n'a pas de correspondant en ligne, c'est ça? Il n'y a plus personne? Ok, on va poursuivre cette émission en présentant Pita Associé, nos invités. Maître Roland Dieu, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita, c'est toujours un plaisir de faire partie de votre panel et je dis bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs de par le monde. Vous êtes sorti tout vêtu du MRC ce soir et le plaisir est partagé. Et d'ailleurs, je n'ai pas pris seulement la peine de mettre le t-shirt, j'ai amené avec moi le bulletin rouge qui doit désormais être celui-là que tous les Camerounais doivent mettre dans l'urne dimanche le 7. On repart au téléphone. Ignatius Samabo. Yeah, we have indications that Ignatius Samabo is on the line to Bamenda. Good evening, Ignatius. Yeah, Ignatius, good evening. Good evening, Peter. Yeah, we are less than 48 hours to the 2018 presidential elections. Can you paint for us a picture of how Bamenda is faring at this particular time? Ignatius? Well, we shall be getting to... So far, so good. We haven't had any other political party that has been able to campaign here in the Northwest region. Apart from the CPDM, they have met 3 consecutive outings, and they are proving and waxing so strong here in the region of Bamenda. But so far, so good. We are still hoping that tomorrow, Saturday, we can have some other political parties that can come and showcase and present their balance sheet why they think they want to maybe go to the 2018, whether 7th of October 2018. So that is the picture of Bamenda as of now. Why some of the militants and divisional coordinators of the CPDM are strategizing at Yaba Hotel, because we can see that they are talking to their divisional coordinators or section presidents. But at the Yaba Hotel, we're hoping that in the days ahead, we'll go and do business on behalf of CPDM. We still ask ourselves, following the situation and the tense situation in the region, whereby you can get gunshot from all the maybe nooks and corners of the region. I don't know how voting will take place here in the region safely. Again, we can hear, as of now, we don't know exactly what Elekam is doing, the polling stations where people will go and vote. So, Bamenda, you can't really paint a direct and a clear picture. But we hope and still trust that tomorrow is the last day, something can happen. All right, thank you very much, Ignatius. We shall be with you tomorrow for some updates from the Northwest Regional Capital, Bamenda, as to the last seconds of the 2018 presidential elections campaign, which of course will lead us to a polling day slated for October 7. En attendant d'avoir Alpha Amadou du côté de Garoua, on va poursuivre la présentation de nos invités, puisque le MRC tout est vêtu en tenue du parti. Le RDPC répond à l'appel. André Lutombe Cabonson, on dirait que vous vous êtes entendu ce soir. Non, disons que nous sommes en campagne et puis on doit s'identifier par nos effigies. Bonsoir à tous les téléspectateurs fidèles à ce programme. C'est un plaisir de participer au débat. Nul besoin de dire que vous êtes du RDPC. Bien évidemment, je suis du RDPC, membre de la commission de communication départementale du Vouri, du RDPC et militant depuis plusieurs années. On va tout de suite à Garoua. Bonsoir, Alpha Amadou. Alpha? Alpha, bonsoir. Est-ce que Alpha est en ligne? Retour ici avec
la poursuite de la présentation de nos invités. Kylian Nyoseba, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le député. Merci à nouveau d'être là. Hein. Vous n'êtes pas sorti avec vos armes visuelles ce soir. Oui, c'est... Bon, cette fois, la connexion est bonne. Vous êtes en ligne, pardon. Allez-y, Alpha, faites-nous le point du déploiement des candidats dans votre... Éloigne-toi de ton téléviseur, éloigne-toi de ton téléviseur. Alors, on va prendre les correspondants pour une autre édition. Hein. On va faire ça plus tard. Je pense que le temps nous tient à la gorge. Dans la diagonale, il faut dire que notre ami Serge Ngoni Yongeni est également là ce soir. Lui qui représente la jeunesse sur ce plateau, même si c'est une jeunesse qui a pris parti, fait et cause pour le candidat sortant, le président sortant, candidat Paul Biya. Bonsoir, Serge Ngoni Yongeni. Merci à nouveau d'être là. Vous êtes mobilisé pour cela. Bonsoir, monsieur député. Bonsoir à votre confrère. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir au Cameroun tout entier. Alors, on va tout de suite peut-être commencer avec le MRC. Hein. Finalement, cette coalition-là, tout au long de la journée, les gens sont tenus en haleine, coalition par coalition, Keremouna, Maurice Kamto, qu'en est-il? Et puis cette sortie musclée quand même, hein, il faut le reconnaître, de Paul-Éric Kingué qui met en garde. Que se passe-t-il? On perd un peu de sérénité à 48 heures de scrutin. Non, monsieur Dipita, évidemment non. La sérénité, c'est d'ailleurs le tempérament par lequel on reconnaît facilement le professeur Maurice Kamto. Et vous en conviendrez, c'est un homme particulièrement serein. S'il n'était pas un homme particulièrement serein depuis autant d'années qu'il reçoit les sauts de poubelle de ses adversaires politiques, il aurait déjà certainement montré une autre attitude que celle-là. En ce qui concerne la coalition, avant d'entrer dans votre studio, je ne pouvais pas avoir d'informations officielles. Mais ce que je suis en mesure de vous dire sur ce plateau, à cette heure-ci précise, c'est que les discussions sont en cours. Elles finiront, nous l'espérons, par aboutir. Mais nous voulons surtout rappeler qu'au sein du MRC, la démarche collective, la recherche d'un consensus, la recherche d'un candidat de large consensus a toujours été notre principal cheval de bataille. Personne n'a cherché la coalition des forces du changement. Personne n'a même cherché la mutualisation des forces politiques comme le professeur Maurice Kamto. Et donc, malgré que nous soyons à moins de 48 heures de l'élection, les discussions se poursuivent encore et nous espérons que d'ici la fin de la journée, nous aurons une information officielle à donner à nos nombreux militants, sympathisants et au peuple du changement tout entier. Quant à la sortie du directeur de campagne du professeur Maurice Kamto, M. Paul-Éric Kingué, il faut simplement indiquer qu'il était question d'attirer l'attention de l'ECAM sur ses obligations en tant qu'organe réputé ou alors supposé neutre de gestion de cette élection-là. Et cela nous a particulièrement intrigués de voir la passivité avec laquelle les autres acteurs de la scène ont laissé un peu faire cette violation des règles électorales. Parce que, par exemple, pour ne prendre qu'un seul exemple, les listes électorales, les listes des électeurs auraient déjà dû être affichées dans les bureaux de vote. C'est-à-dire que le code électoral dispose à ce sujet qu'il faut que ce soit fait 8 jours avant le jour du vote. Nous sommes à moins de 2 jours. Nous sommes à 2 jours du jour du vote et l'ECAM n'a pas encore cru devoir afficher les listes des électeurs dans les bureaux de vote. Il était important quand même que l'opinion publique soit alertée, pas simplement informée, mais alertée sur ce qui risque d'être enfin ou finalement la stratégie de fraude de l'ECAM, c'est-à-dire que ne pas faire certaines choses pour prendre tout le monde de court au dernier moment. All right, Kylian, in a related development, we also saw some pictures. Osi Matomba, between them, we saw Nkomo Felix Agobala. Is the SDF finally bowing down to the pressure for a coalition?
I will simply say that as a representative of the SDF, I am not the candidate, and their decisions which are strategic, that I also witness like you people. I think the candidates are talking. If they are talking, as we are seeing, it will come to the candidate to announce that solemnly and officially. I will not want to take the risk to announce what is happening. And just a commentary that I can make passively, like a political observer, is that when you have an opponent like the CPDM, it can also be a strategy for opposition not to communicate those things. Maybe it can be on the eve. Some other people will say, oh, it's going to be too late, but everybody has the way of talking to the electorate. I've seen a lot of populism and so on, rallies and so on, but people can make rally, others will make newspapers like this, will communicate by other means, medium, to the electorate. The main person is electorate. André Tomeka, quel regard vous jetez justement devant, si nous sommes encore dans l'actualité, cette agressivité sur les réseaux sociaux, le discours quand même assez révélateur de Paul-Éric Kinguet. Bref, à 48 heures, y a-t-il lieu d'interpeller, d'appeler les uns et les autres à la sérénité, au calme, à la raison, pour que le scrutin de dimanche se déroule plus ou moins tel que la campagne elle-même s'est passée, sans forcément une violence excessive? Disons que la violence verbale est coutume dans les campagnes. Je crois que c'est vrai qu'il y a des attaques ad hominem. Il y a, n'est-ce pas, un certain nombre de griefs qui sont reprochés à certains candidats. Et le plus souvent, comme vous pouvez le constater, l'ombre peut suivre, n'est-ce pas, une personnalité. Donc si quelqu'un est certainement dans la bouillabaisse, dans la boue, effectivement, il recevra cela sur son visage. Donc, dans toutes les campagnes du monde, dans toutes les élections du monde, il y a véritablement souvent une très grande agressivité verbale, où chacun démontre les faiblesses et amplifie les forces de chacun. Donc, pour moi, dès lors que ça reste sur le plan des idées, dès lors que ça reste sur les atouts, les forces et les faiblesses, je crois que ça reste encore dans le cadre de la campagne. Bon, il est vrai que je constate beaucoup qu'il y a beaucoup de tribalisation dans les réseaux sociaux et c'est tout à fait à l'actif de ceux qui le font. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on fait une sociologie électorale en Afrique, au Cameroun, on constate que c'est une sociologie électorale ethnique et chacun voudrait, n'est-ce pas, avoir des voix dans son bastion, et en instrumentalisant la fibre ethnique, en instrumentalisant tout ce qui peut créer une affinité ethnique vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'électeur. Et ça, il ne faudrait pas que ça déborde le seuil de l'intolérance, le seuil, n'est-ce pas, de l'implosion, lorsqu'on utilise, n'est-ce pas, des franges ethniques, des populations contre les autres. C'est à cela qu'on peut certainement signaler l'alerte. Mais ce que je peux dire, c'est que de façon générale, c'est toujours d'une violence verbale assez outrancière lorsqu'il y a des campagnes, parce que chacun essaie de démontrer, de dévoiler les failles et, n'est-ce pas, les inconvénients de l'autre candidat. Alors, c'est Jangoni, vous d'ailleurs, vous êtes même au cœur. Hein, la jeunesse est le vivier de cette mobilisation. La jeunesse qui, durant ces 2 dernières semaines, peut-être bien avant également, a su s'exprimer à travers les meetings. C'est toujours elle qui est au centre des envies des différents candidats. Est-ce qu'à ce niveau, la même perception se fait sentir en termes d'incitation à la violence, en termes d'appel au calme, en termes de sérénité? Je dirais qu'il y a 2 niveaux. Il y a déjà le niveau où l'incitation à la violence se fait réellement sentir. On n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux ce qui s'y passe. Luther a évoqué la question tribale qui revient tout le temps. Mais d'un autre côté, cette jeunesse qui se veut responsable, telle que nous l'incarnons, nous, au cœur de notre association, nous essayons de faire passer l'autre discours qui est celui de l'apaisement. Et il est important de le souligner parce que les jouxtes, qu'elles soient verbales et même de manipulation, entre les politiques regorgent aussi un risque de glissement vers des insurrections, vers même des révoltes. Et notre rôle aussi, c'est d'essayer de tempérer là, parce que vous l'avez si bien souligné, la jeunesse est, je peux dire, la masse critique en termes d'électorat,
en termes même de population. Et vous savez qu'on n'instrumentalise pas toujours ceux qui sont des votants, même ceux qui sont des non-votants. Donc c'est un risque réel. Et je profite d'ailleurs de votre antenne pour dire que nous, par exemple, nous avons été approchés par certains hommes politiques qui sont allés dans le sens du directeur de campagne de Maurice Kamto, je pense que c'est ça. Donc nous appelons à nous lever le moment venu pour faire certaines choses qui ne sont pas catholiques pour le Cameroun. Et ça, c'est autant d'éléments qui nous ont poussés à réagir, et à sortir du bois et à dire non, et à prendre même d'ailleurs position. Je vais pour cela, pour ne pas juste dire des choses comme cela. Il y a un QG ici à Bonapriso, voilà, où nous avons été conviés, et on a voulu faire un marché. Bon, en toute intelligence, nous avons écouté, et à partir de là, nous avons commencé à nous poser des questions. Est-ce que la question électorale ou de l'élection présidentielle va juste se limiter à aller voter et de ce vote qu'il en ressorte le meilleur des candidats? On s'est dit, là, il y a un souci. Et à partir de là, il était important que nous commencions à sensibiliser, à dire aux jeunes, faites attention. Et nous lançons d'ailleurs un appel sur votre plateau, dans ce sens que les jeunes restent calmes, que les jeunes se préoccupent plus de ce qu'ils ont à faire, ceux qui vont aller voter, qu'ils aillent voter et qu'ils retournent à leur domicile, et qu'on laisse les institutions en charge de la gestion des questions électorales suivre tout simplement le cours de leur activité tel que les lois de la République le disposent. Voilà. Yeah, Barrister, you just heard him say that that political parties and candidates have to allow the institutions concerned handle issues that might arise from the elections. Don't you think that the Cameroon Renaissance movement should follow suit rather than call for such call for a popular uprising? Is it that you don't have confidence in the institutions? Please, you will excuse me to answer in French because I have a very poor English. Je voulais dire simplement que, première chose, avant de répondre directement à votre question, je voudrais faire une observation. On observe effectivement depuis le début de cette semaine un certain type de discours qu'on distille de manière insidieuse dans les plateaux, sur les médias, tendant à faire croire aux Camerounais qu'une certaine frange de la population ne voudrait pas la paix et serait en train de vouloir préparer à la suite de ces élections des choses qui ne sont pas bien pour notre pays. Et parfois, on associe des noms ou des partis politiques à ce message subliminal, comme pour dire aux Camerounais, écoutez, chers compatriotes, le RDPC a déjà gagné, donc si jamais vous réussissez, vous, population électrice, à renverser ce rapport de force-là dans les urnes, et que le RDPC réussit quand même à vous dire qu'il a gagné, ok, acceptez que ceux qui vous diront le contraire voudraient embraser le Cameroun. Il faut bien qu'on fasse attention. Je voudrais marquer, avant que vous développiez, permettez que je marque quand même un point sur ce que vous dites, parce que vous avez interpellé les médias. Et comme j'ai le devoir de parler ici... Non, je n'accusais pas les médias en particulier. Peut-être que mon propos a débordé. Non, mais vous dites que les médias sont les relais d'un certain discours qui tend à penser. Oui, je peux terminer. Allez-y. Les médias sont les relais d'un certain discours qui tend à donner l'impression qu'il y a un camp qui appelle au soulèvement et que les médias essayent de tempérer ces voix-là pour que, quoi qu'il arrive dimanche, qu'on accepte ce qui se passe. Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des personnes qui distillent dans l'opinion l'idée selon laquelle les résultats doivent être acceptés. D'accord, le moment où le média est parti, je vous l'accorde. C'est pour ça que tout à l'heure, vous m'excuserez d'avoir tenté de vous interrompre, ce qui était maladroit de ma part. Je n'ai pas voulu que mon propos dépasse l'esprit qui avait présidé. Alors ce que je voulais dire, c'est que justement, la question de la paix, le slogan du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est le changement dans la paix par les urnes. Vous savez qu'en sciences politiques, il y a plusieurs tendances. Il y a les révolutionnaires, il y a les réformateurs,
Et les révolutionnaires en général ne choisissent pas la voie des urnes lorsqu'ils veulent provoquer des transformations sociales. Par contre, les réformateurs, eux, ils ont admis le principe que les transformations sociales doivent se faire dans le cadre républicain. Et le mouvement pour la renaissance du Cameroun est un parti politique républicain. Il ne vous a pas échappé que ses responsables, ses militants, parfois les plus en vue, sont des personnes qui se sont distinguées quand même dans la science du droit. Donc de ce point de vue-là, je souhaite qu'il soit clair dans l'esprit de nos téléspectateurs que le mouvement pour la Renaissance est essentiellement animé par l'envie déterminée de changer ce Cameroun, mais déterminée de changer notre pays par les voies républicaines, c'est-à-dire par les urnes. C'est la raison pour laquelle nous sommes aux élections d'ailleurs. Mais il faut bien que les Camerounais comprennent qu'il n'est pas question qu'on les intimide. Et d'ailleurs, je m'inscris en faux contre toute forme d'intimidation, d'où qu'elle vienne. Mais il ne faudrait pas qu'on les intimide. Il ne faudrait pas qu'on leur dise, alors que le code électoral dispose que le dépouillement est public, il ne faudrait pas qu'on les intimide en leur disant, votez et rentrez chez vous. Mais avez-vous au moins, parce que moi, on parle quand même des faits, avez-vous au moins constaté cette violence sur les réseaux sociaux, tout au moins à ce niveau? Si j'avais été interpellé sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vous aurais dit ce que je vais vous dire. Non, je viens de vous interpeller. Tout à fait. Je vous dis, évidemment que tout le monde voit qu'il se passe sur les réseaux sociaux une montée de propos haineux. Tout le monde le voit. Donc vous comprenez qu'il y a des relais qui appellent à la tempérance. Bien entendu, et nous en faisons partie. MRC s'inscrit là-dedans. Bien entendu. Okay. Nous faisons partie et nous l'avons, ce n'est pas une découverte. Nous l'avons toujours dit. Nous voulons le changement. Nous sommes déterminés à provoquer le changement. Mais nous sommes en même temps intimement convaincus que les Camerounais, c'est des gens qui sont pacifiques. C'est des gens qui aiment la paix. Donc, quand ils exprimeront leur volonté souveraine dans les urnes le 7 octobre, s'ils décident de transformer le Cameroun, de confier le pouvoir à quelqu'un d'autre que le président sortant, il faudrait également que les appels à la paix aillent dans le sens d'encourager mes amis du RDPC à accepter qu'ils peuvent désormais faire partie de l'opposition et que cela ne doit pas être un problème, que le Cameroun ne doit pas arrêter de fonctionner simplement parce que le RDPC qui jusque-là était au pouvoir ne l'est plus. Il faut donc que nous fassions une sorte d'équilibre entre les appels. Parce qu'en même temps aussi, quand nous avons vu des images sur les réseaux sociaux, merci de me donner l'occasion de citer cela, nous avons vu les images sur les réseaux sociaux de personnalités d'un certain parti politique en train de manœuvrer, y compris avec de l'argent, pour payer les gens qui vont aller faire des votes multiples. Vous avez observé que j'ai vu cette image. Vous voyez, moi, quand j'ai vu cette image, moi, la réaction que j'ai eue, c'est attention à la manipulation. On est d'accord. Et si on est d'accord qu'il est possible de manipuler, faisons aussi attention à ne pas être... Je dis attention à la manipulation de cette image. Ouais, parce que je vois mal, permettez quand même, bon, c'est un commentaire, hein, on va se le permettre. Tout à fait. Je vois mal quelqu'un qui est dans une posture de fraude se mettre là, visage découvert, mettre de l'argent dans l'enveloppe, tout le monde le voit. Et c'est pourquoi je dis... Dans une tenue reconnue. Bon, bref, je veux dire que... C'est pourquoi moi je dis aussi, commentaire pour commentaire, peut-être qu'il ne savait pas qu'il était filmé. Oh, ça me tenait. Vous savez pourquoi? Non, parce qu'à un moment, il a regardé la caméra et il a dit, c'est pour le transport. Vous avez bien suivi la vidéo? C'est pour le transport des militants. Peut-être qu'il regardait la personne qui filmait, mais pas la caméra. Vous savez, la technologie a beaucoup évolué. Bon, vraiment, nous sommes dans la spéculation. On perd le temps du débat. Justement, c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit commentaire. Je dis commentaire pour commentaire. De toutes les manières, il est possible qu'il y ait beaucoup de manipulation. Et c'est le cas ces jours-ci. Il y a beaucoup de manipulation et de tous les bords d'ailleurs. De tous les bords, tout le monde use de cette arme-là pour convaincre l'opinion de se ranger de son côté. Le moment venu. Yeah, Kylian, what have you been telling your militants as the poll day approaches? We are barely 48 hours. I think the SDF is simply explaining his program. I would like to react, je voulais un peu réagir à la violence verbale que nous parlons.
Je pense que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut, du moins essayer les responsables du SDF, indiquer quelqu'un qui a eu des violences verbales, parce que le SDF, peut-être dans les années de depuis, était peut-être champion. Aujourd'hui, le SDF a pris quand même de maturité. Et vous allez voir de l'expérience. Et vous allez voir aujourd'hui que le SDF a plutôt les démarches de la pédagogie administrative. Vous avez vu dans une demande que le SDF a fait pour que les bureaux de vote qui étaient prévus dans les casernes militaires, pour que l'ELECAM se rétracte sur cela. Vous avez vu encore dans le nord-ouest, il y a une plainte du SDF toujours à l'ELECAM, parce qu'il y a toujours de l'incertitude quant à où les électeurs vont voter. Jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas là où on va faire. Le SDF n'est plus dans cette violence verbale. Et les nouveaux venaient peut-être, c'est une stratégie. Nous constatons que ce que j'ai vu là-bas, le directeur de campagne, je ne peux pas, nous, dans notre camp, voir le SDF se mettre dans ces démarches-là. Le SDF, ce n'est pas un parti institutionnel, c'est un parti républicain, les autres disent qu'ils sont républicains. En plus, nous sommes institutionnels. Nous sommes dans les institutions, on connaît déjà les démarches, on connaît l'adversaire, on connaît comment le prendre. Cette année-ci, nous avons adopté notre... Et puis, le Cameroun est déjà dans une maladie de la sécurité, que tu sais, déjà des violences peut encore appeler à des insurrections que nous ne voulons pas. Donc, le SDF a ces démarches et nous voulons tout simplement dire que nous parlons aux militants. Et même le parti au pouvoir, nous avons vu au début même des pré-campagnes, des violences verbales, avec même un honorable président de l'Assemblée nationale qui brûlait les gagés de campagne. C'était une violence terrible que nous avons vue. Bon, nous avons condamné avec l'apaisement sans dire que nous allons faire la même chose comme les autres ont fait. Vous voyez là que le SDF a une maturité institutionnelle. Et le Cameroun étant malade, le nord-ouest, le sud-ouest, il faut éviter que les autres ajoutent sur ce genre de choses, sur cette demande de la descente sur le terrain. Je pense qu'il y a d'autres mécanismes de parler aux Camerounais. Le populisme des meetings qu'on fait, le SDF en fait, mais il y a d'autres analyses que le SDF fait pour gagner les élections. Alors, je voudrais vous titiller sur une actualité, c'est la journée des enseignants aujourd'hui. Oui, sauf que nous sommes en campagne, les enseignants ne nous ont pas beaucoup entendus. Hein. Je veux dire que ça aurait peut-être été judicieux de voir un candidat peut-être aller à la rencontre d'un responsable syndical, je ne sais pas. André Litameka, les enseignants sont le parent pauvre de cette campagne. Bon, pas toujours, hein, pas toujours. Je crois que lorsqu'on parle des enseignants, effectivement, on parle de tous ceux qui travaillent, de ceux qui gagnent convenablement leur pain. Il y a les enseignants du secteur public, il y a les enseignants du secteur privé, mais je crois que par rapport aux propositions, il y a eu des propositions de part et d'autre. Et ce que je peux dire, c'est que l'État fait beaucoup pour les enseignants. Et que ce soit les enseignants en catégorie A2, que ce soit les enseignants en catégorie A1, ils sont les plus payés. Là, vous êtes dans le discours, hein, l'État fait beaucoup. Non, parce qu'il plaît là-dedans. Non, oui, permettez-moi. La différence qu'il peut y avoir entre un enseignant qui est un esthète, qui est quelqu'un qui est dans la 16, je prendrai un peu la parabole de Jésus, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui communique le savoir et qui est payé pour ce savoir. Par contre, il y en a qui sont en relation avec la matérialité, c'est-à-dire avec les biens, des ressources, et parfois la signature coûte un peu cher, il y a beaucoup d'avantages. Et c'est cette boulimie de la corruption qui fait en sorte que on peut croire que l'autre a plus de revenus, est plus nanti que l'autre. Mais je peux vous dire que les enseignants font partie des fonctionnaires les plus payés au Cameroun. C'est-à-dire que lorsque vous avez... Les enseignants du public, quoi. Les enseignants du public. Lorsque vous avez un enseignant qui sort en catégorie A2, il a le meilleur salaire avec le magistrat, il est payé plus que le gouverneur, le préfet, plus que celui qui sort à l'ENAM. C'est vérifiable, celui qui sort à l'IRIC. Mais le véritable problème, c'est que je ne sais pas comment s'utilisent les subventions, parce que lorsque l'État démocratise l'enseignement, c'est aussi pour que les partenaires privés puissent investir dans le secteur et créer les meilleures conditions de travail. Et dans ce cadre-là aussi, l'État alloue une subvention chaque année aux établissements publics de près d'1 milliard de francs CFA. Alors, vous comprenez que l'État se soucie effectivement des enseignants. Et je vais vous dire encore que dans toutes les écoles d'intégration, n'est-ce pas, de la fonction publique, les écoles qui forment les enseignants sont des écoles qui intègrent directement à la fonction publique. C'est pour vous dire
c'est-à-dire pour vous dire la considération que l'État a vis-à-vis des enseignants. Très bien, vous pouvez dire qu'il y a quelques petites choses à améliorer et je crois que l'État est en train d'aller dans ce sens pour voir comment pouvoir, n'est-ce pas, améliorer, pas seulement les enseignants, mais je veux dire l'ensemble des fonctionnaires, parce que vous savez que nous venons de sortir du programme PPTE, il y a eu la crise économique, donc les choses sont en train de se relancer. Ce n'est pas seulement les enseignants, mais tous les fonctionnaires en général. Serge, sur l'enseignement, moi je dirais que... Pour les jeunes? Je dirais que les jeunes sont gâtés. Non. Oui, je le dirais. Je le dirais. Et je vais commencer par quelque chose de très simple. Nous sommes gâtés parce que, en termes d'institutions, d'enseignement, déjà, il y en a beaucoup. Et cela permet de résorber ou de juguler la question du chômage. Parce qu'il faut le souligner, ce domaine-là emploie énormément, tant dans le public que dans le privé, et c'est néanmoins un avantage. Parce que ce qu'il est important à souligner, c'est que se former est un gage de réussite pour son avenir. Et à partir des moyens que l'État dégage, ça devient une assurance pour la jeunesse d'espérer à un avenir beaucoup plus radieux. Maintenant, en ce qui concerne les conditions des enseignants, comme dans tous les domaines au Cameroun, il faut les améliorer. Il faut les améliorer. Maintenant, l'État prend le temps d'organiser tout cela parce que ça nécessite beaucoup de ressources. Vous verrez par exemple qu'au niveau des ministères qui ont les plus gros budgets, ce sont les ministères de l'enseignement secondaire, de l'éducation. Donc, c'est pour dire l'importance que l'enseignement revêt à ce niveau. Donc, ce n'est pas le parent pauvre, mais il y a des améliorations à faire, il faut le souligner, comme dans bien d'autres secteurs. Et nous devons tout simplement demander à l'État de continuer à travailler pour que l'enseignant se sente un peu plus dans un confort qui le permettrait d'apporter davantage de savoir à cette jeunesse qui est le fer de lance de la nation, qui est l'espoir d'un Cameroun émergent et développé dans les années à venir. Si vous me le permettez, parce que bon, beaucoup vous pouvez d'abord laisser peut-être les autres. Non, juste une précision. Beaucoup de gens, puisque beaucoup pensent que la fête de l'enseignant, c'est seulement le primaire. Mais dans le supérieur, je vous dis, le chef de l'État a mis les petits plats dans les grands. Parce que aujourd'hui, ils ont la prime de recherche trimestrielle. Et je crois que cela a permis à ce que les enseignants puissent avoir quelque chose dans leur salaire. Et je tiens à le préciser, parce que c'est important de le dire, l'État paye un directeur de thèse. C'est-à-dire que vous faites la recherche, on paye le directeur de thèse. C'est pratiquement 900 000 francs CFA. C'est important de le dire. Donc c'est pour vous dire les moyens que l'État met à la disposition, n'est-ce pas, de l'enseignement et des jeunes pour qu'ils soient formés. Et ça, il faut mettre ça à l'actif du président Paul Biya, avec toutes les institutions, toutes les écoles qui sont là pour former les jeunes Camerounais. Et à Paris, Thank you. La parenthèse a finalement pris beaucoup de temps. Je voudrais commencer par m'excuser de n'avoir pas, de m'être pas acquitté de ce devoir, pourtant je me l'étais promis, de rendre hommage, un vibrant hommage à tous ceux qui nous ont formés, à tous ceux qui ont été nos enseignants, depuis le primaire jusqu'à maintenant, où nous côtoyons encore un peu l'éducation. Mais contrairement à ce que j'ai entendu sur ce plateau, venant des défenseurs de 36 ans d'inertie, nous n'avons pas une vision de l'éducation où on fait des faveurs aux enseignants. Non. Nous considérons effectivement l'éducation comme une donnée stratégique. Ce n'est pas une faveur qu'il faut faire à un enseignant quand on lui donne sa prime de recherche, M. Meka. Ce n'est pas... On ne devrait pas en arriver à se dire... Oui, mais c'est quand même un acquis. Je ne vous ai pas interrompu, mon très cher, et je sais que vous n'allez plus m'interrompre. Ce n'est pas une faveur qu'on fait à un enseignant quand on lui dit qu'il a une prime de recherche trimestrielle. C'est un devoir que l'État doit se donner. Parce que s'il ne le fait pas, cet État-là, il ne garantit pas à l'enseignant un rendu optimal.
S'il ne le fait pas, il ne garantit pas à l'étudiant un suivi optimal. On dit la même chose, hein. Vous êtes avec nous. Et si vous arrêtiez de m'interrompre, peut-être que vous comprendrez. Si vous interrompez pas. Si vous le faites, et vous le faites encore. Allons-y. J'y vais, M. Dipita. Donc, pour nous, l'un des principaux secteurs dans lequel le professeur Maurice Kamto s'est engagé à procéder à des recrutements massifs, c'est celui de l'éducation précisément, avec les secteurs de la santé. Mais l'éducation parce que, voyez-vous, il n'est pas supportable d'avoir dans un pays comme le Cameroun des instituteurs formés par l'État, parfois par l'État lui-même, qui sont finalement des contractuels, et même pas des contractuels de l'État, mais des contractuels des parents. Non, on ne doit pas se permettre d'avoir dans un pays des enseignants qui sont censés transmettre le savoir à nos enfants, mais qui sont payés comme par faveur, même pas par l'État, mais par les parents qui se battent comme ils peuvent pour payer les enseignants qu'ils ont pu recruter d'ailleurs. Non, il faut, et ça le MRC s'engage à le faire, il faut que l'éducation devienne une priorité nationale. Et elle deviendra une priorité nationale. Mais elle, là, il faut le préciser. Vous aussi, vous y mettez. Non, mais il faut vous le dire. Mais vous êtes déjà satisfait de la condition. Non, mais il faut le dire. L'éducation est une priorité nationale. On n'a qu'à regarder les budgets. Il ne faut pas aussi dire des choses. Disons que c'est Maître Dio qui va... Il vient de toucher sa prime trimestrielle, non? Qui ça? Mais le professeur Maurice Kamto, il touche la prime trimestrielle. Est-ce qu'il y a une loi électorale qui l'a de toucher? C'est la violation de la loi. Laissez le terminer au moins. Non, en fait. C'est pas une question de violation. Monsieur Dipita, vous pouvez donner l'après-midi si vous voulez. C'est pas ça, monsieur. Il faut aussi dire des choses telles qu'elles sont. Ne dites pas que l'éducation n'est pas une priorité nationale au niveau où nous sommes. C'est pas vrai. Vous avez eu votre temps de parole. Oui, mais il faut aussi dire des choses qui sont vraies. Ça n'a rien à voir avec l'écoute. Terminé, mais je suis gêné à moins que vous notiez éventuellement s'il y a des reprises à faire. Et ça, on ne le dit pas aux adultes. Les adultes le savent. Ils doivent le savoir. Non, c'est pas de ça dont il est question. L'observation que cette interruption intempestive me fait faire, c'est qu'on a présenté M. Meka comme représentant du RDPC, ce qui est à féliciter parce qu'il assume sa posture. Mais on a présenté son ami comme de la société civile. Non, voilà. Comme coordonnateur d'une association. Des jeunes républicains, et j'ai précisé qui soutient la candidature du président Biya. Tout à fait. Ça nous permet donc de comprendre... Non, c'est pas la société civile. S'il vous plaît. Ça nous permet donc de comprendre qu'en fait, on ne peut pas se prévaloir d'une posture de neutralité et en même temps admettre qu'on puisse critiquer le régime qu'on défend pourtant. Non. Je termine mon propos. Si vous voulez faire les polémiques, je vous laisserai mon temps de parole pour le faire. Je disais donc que nous, MRC, nous comptons faire de l'éducation une véritable priorité nationale. Nous voulons en faire d'ailleurs un outil, un pilier stratégique. Priorité nationale ne veut pas dire premier poste dans le budget seulement. Priorité nationale veut dire que vous basez votre stratégie à la fois de développement et de construction du Camerounais nouveau sur la base de l'éducation. Et quand vous le faites, vous changez de paradigme. Vous ne vous satisfaisez pas du fait que oui, il y a quand même les primes de recherche qu'on paye. Et bon, comme dans tous les pays ou comme dans tous les secteurs, ça mérite d'être amélioré et puis c'est tout. Non. Quand on a une vision, quand on a un cap qu'on s'est fixé, c'est peut-être d'ailleurs l'une des particularités de notre système, c'est la navigation à vue. Nous, MRC, on a un cap qu'on s'est fixé. On veut que d'ici la fin de notre deuxième mandat, si les Camerounais nous confient la charge de diriger ce pays, que nous puissions mettre sur le marché des jeunes Camerounais qui sont capables d'affronter la compétition internationale. Ce sont les enjeux de demain, M. Meka, et vous le savez, je vous sais très introduit et très au fait des questions, des enjeux de ce monde. Les questions qui vont se poser à nos jeunes et même à nos enseignants, parce que s'il faut que nos jeunes demain aillent à la compétition internationale avec Israël, qui dépose une centaine de brevets par an, s'il faut que nos jeunes aillent à la compétition avec les Chinois, les Japonais, les Américains, il faut que les enseignants ne soient plus simplement ceux-là
qui ont été eux-mêmes formés à faire répéter des choses à des enfants, il faut qu'ils soient eux-mêmes transformés en des moteurs de raisonnement qui vont enseigner à nos enfants à raisonner pour que ceux-là, habitués à le faire, habitués à la technoscience, pour emprunter à Martien Towa. Parce que justement, merci. Il est question d'aller dans le sens de donner à notre système éducatif un aspect plus porté vers la science et la technologie. Yeah, Kilian, tell us what Joshua OC will do to ameliorate the gaps that we see today in the teaching sector. Yeah, before I tell you that, I will tell you that today I participated in a radio debate, especially there were teachers there. Unfortunately, we are talking about a term or a topic, we don't have the real actors. We're on campaigns. I had the opportunity to be with them today on the podium, and I will really start from the theme of the day. Je vais commencer par le thème qui parle du droit à l'éducation et à l'enseignement de qualité. Aujourd'hui, on a quand même fait une cartographie des problèmes, c'est-à-dire l'état des lieux avec eux. Les acteurs ont parlé, ils ont dit les problèmes. Et on parle à l'électorat et le camp du RDPC nous dit que non, l'État a beaucoup fait. Mais quand vous faites beaucoup, les gens se plaignent, on se demande si nous, on est dans le même pays. Est-ce que vous écoutez ces gens-là? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, il faut laisser la démagogie. Il faut parler aux Camerounais. Parce que même si c'est des enseignants du public, quand on regarde depuis la crise économique de 1987, quand on regarde comment ils étaient payés aujourd'hui, ils n'atteignent même pas, ils sont encore à moins de 40% de ça. Or, ils ont bien exposé les problèmes. Et le problème n'est même pas que des salaires. Il y a aussi ce qu'on appelle des conditions de travail. Nous voyons des lycées qui sont créés et ils ont dit, c'est des acteurs qui parlaient, on accompagnait. On crée des lycées, il n'y a même pas de structure. L'État crée. Mais quand on revient au secteur public, on a remarqué une absence institutionnelle, pas la corruption. Parce qu'il y a des chefs d'entreprise, parce que l'école devient une entreprise dans le secteur privé. Les gens y investissent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne payent pas. Les parents payent, l'école ne paye pas les enseignants. L'État régulateur, pas les inspections, départements, enregistrement, c'est les corrompus. Ils sont là avec ces chefs d'établissement ou bien les propriétaires. Ils ne font pas le travail que l'État les demande. Inspection, assurer que quand on investit, on paye. Quand on paye les enseignants, on paye. Donc, on retrouve le thème qui est un problème. Droit à l'éducation. Est-ce que vraiment l'éducation qu'avait promis le candidat RDPC, en temps on avait parlé de l'école gratuite. Aujourd'hui, moi qui suis un parent, quand je vais inscrire un enfant pour la première fois au lycée public, on nous dit il y a 25 000 francs et ça varie, ce n'est pas homogène. Ça varie de 25 000 à 50 000. Est-ce qu'on peut encore parler de l'école gratuite? Donc nous avons revu ces choses-là. Et j'ai l'impression que le camp en face n'est pas en phase avec la réalité du Cameroun. Parce qu'ils sont satisfaits. Mais il faut quand même qu'ils acceptent. Ils parlent des améliorations, mais nous, on parle d'un changement drastique des conditions de travail de ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas créer des écoles sans des infrastructures. On a vu même des vidéos dans le Nord, là où les élèves sont enseignés sur l'arbre et dans les conditions difficiles. Donc il ne faut pas qu'on vienne sur ces plateaux à la veille d'une élection, nous reproduire la même chose pour que les 7 ans qui viennent, on revoie la même chose. Donc je voulais dire que le candidat du SDF, que nous connaissons bien, propose la gratuité de l'école à partir du maternel jusqu'au premier cycle de secondaire. Il propose aussi l'enseignement et la pédagogie qui change les cours numériques. Vous voyez les enfants qui portent les gros sacs avec les cahiers et les livres. Aujourd'hui, quand ils arrivent, même ces charges-là, ils passent les heures à copier les cours. Et ils proposent qu'ils vont mettre en place les cours numériques. On peut faire les cours par vidéoprojecteur. On donne les sites d'Internet là où les enfants peuvent récupérer les cours. Donc, on passe le temps à faire un peu la pratique et les tests aux enfants, les évaluations, au lieu de laisser les enfants copier. Il a aussi parlé qu'il va supprimer les NAM et tout cela. Et puis le salaire. Le salaire, quand il parle du salaire minimum, ça concerne tous les secteurs, c'est vrai. Voilà. Les gens vont poser la question où va sortir de l'argent. Mais vous pensez que le président Joshua, qui est le vice-président de commission de loi des finances à l'Assemblée nationale, qui connaît bien ce qu'on appelle le compte national, les finances publiques, ne sait pas là où il va trouver de l'argent. On ne parle pas d'augmenter le budget du Cameroun. Il y a un problème d'orientation et de faire de restructurer le budget et faire des épargnes
à partir des comportements que vous avez, la corruption, le vol que vous avez, et puis même, comment je peux dire, la multiplication et la duplication même des structures de l'État qui coûtent cher aux contribuables. Alors, pour poursuivre le débat, permettez-moi, parce que nous sommes quand même en instantané et en direct, de donner les conclusions de ce communiqué que vient de signer Paul Maël, qui est le porte-parole de Akeremouna. Je donne les conclusions, hein, parce qu'il y a évidemment l'exposé des motifs, ça tient sur 2 pages. Akeremouna accepte de retirer sa candidature à la présidence de la République des élections qui auront lieu le 7 octobre 2018 et de soutenir Maurice Kamto aux dites élections. Akeremouna lance un appel solennel à tous les Camerounais et à tous ses partisans politiques pour qu'ils apportent leur soutien massif au candidat Maurice Kamto. Et Akeremouna réitère son appel aux autres candidats qui s'opposent à Paul Biya lors des prochaines élections présidentielles afin que ceux-ci placent notre nation et le peuple camerounais en premier et leurs ambitions personnelles et partisanes en second, et retirent leur candidature à la présidence camerounaise pour jeter tout leur poids de leur soutien à Maurice Kamto. C'est donc acté, c'est officiel, et ça me rappelle peut-être l'échange que j'ai eu ici hier avec le secrétaire général du RDPC, le vice-président national de la commission, nationale de campagne du candidat Paul Biya, qui disait que s'ils veulent qu'ils se mettent à 8, que ça n'aurait pas d'impact. Bien sûr que ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact pour plusieurs raisons. Pour la simple raison qu'en Afrique, il faut le dire, l'alliance ne porte pas à un certain moment. Parce qu'il y en a qui sont fédérés, qui sont à côté d'un candidat ou proches d'un candidat pour des affinités qui peuvent être sociologiques. Et la sensibilité qui peut amener un Camerounais, une population à être d'un candidat n'est pas la même sensibilité que chaque Camerounais doit avoir. Et selon des sondages que nous faisons, les Camerounais sont en train de dire qu'il serait difficile qu'à la veille des élections qu'ils votent, n'est-ce pas, pour un candidat de la coalition. Tout simplement parce qu'ils ont investi d'énormes intérêts, ils ont des affinités parfois sociologiques, parfois ethniques avec un candidat. Ils trouvent que ce serait vraiment difficile à la fin, n'est-ce pas, vers le début des élections, de pouvoir voter pour un candidat. Et puis, le véritable problème, c'est que... Donc, est-ce qu'il va arriver l'abstention de ceux-là ou bien ils vont voter le RDPC? Laissez-le terminer. Et puis... Non, mais vous allez rebondir sur vous le savez très bien, puisque lorsque aujourd'hui, ceux qui se sont agrégés autour de Maître Akeremouna, qui ont des sensibilités sociologiques ou ethniques, qui ont investi un certain nombre de moyens, et qu'aujourd'hui on leur dit de pouvoir voter, n'est-ce pas, Maurice Kamto, ils seront tout à fait un peu désemparés, et même parfois il peut y avoir des abstentions. C'est-à-dire que cela peut donner l'effet inverse. Et le véritable problème, c'est quoi? C'est que le problème des coalitions, c'est un véritable problème au Cameroun. Hein. Depuis l'Union pour le changement, la coalition de la réconciliation, la reconstruction, le pacte républicain, toutes ces coalitions n'ont jamais rien apporté aux Camerounais. Les Camerounais ne se sont jamais fiés à ces coalitions, pour la simple raison que ces coalitions ne sont que des coalitions électorales, c'est-à-dire pour accéder au pouvoir. Ils n'ont aucune idéologie commune, ils n'ont aucun programme commun, tout simplement, n'est-ce pas, des intérêts pour pouvoir accéder au pouvoir. Et les Camerounais qui ne sont pas dupes n'accèdent pas à ces doléances-là. C'est pour ça que nous disons, que c'est une coalition qui ne pourra pas marcher. Et en plus... Également, en guise de mot de la fin, vous allez parler pour le mot de la fin, parce qu'on a 9 minutes, on va faire le tour de table. Bon? Ouais. Allez-y, vous terminez. Je veux dire... Non, en fait, une coalition n'est pas viable pour moi. Non. Si, pour moi, c'est pas sérieux. Parce que, effectivement, ce qui est curieux... Comment ils sont devenus candidats Ce qui est curieux, c'est que tous sont des problèmes de marché public. Lorsque nous regardons le professeur Maurice Kamto avec les problèmes de l'octroi des marchés de Bakassi, lorsque nous regardons Maître Akeremouna avec les problèmes de BBJet, on se dit que peut-être... On va pas laisser passer ça. Merci, M. Dipita, de ne pas laisser passer encore une fois la calomnie et la diffamation qui est devenue la seule arme de ceux qui... On a l'impression, M. Dipita, que c'est le RDPC qui est dans l'opposition. On a l'impression que c'est le RDPC qui veut justifier pourquoi Maurice Kamto ne doit pas être président.
c'est eux pourtant qui sont au pouvoir. Mais merci de me donner la parole, de réagir à chaud sur cette quasi-exclusivité dont vous avez donné la lecture tout à l'heure. Effectivement, nous avons là quelque chose d'assez historique. Parmi les 8 candidats, les experts, les analystes, les observateurs même simplement ont remarqué que Maurice Kamto et Akeremouna sont les 2 candidats autour desquels il y a eu des dynamiques. Il vous souvient quand même que, je ne vais pas parler du cas de Maurice Kamto, tout le monde sait quels sont les ralliements dont il a bénéficié ces derniers temps. Monsieur le bâtonnier Akeremouna, pour qui j'ai beaucoup de respect, a agrégé autour de sa candidature un certain nombre de formations politiques, un certain nombre de personnalités de la société civile. Ils ont réuni leur congrès au tout début de la campagne électorale, le samedi au Palais des Congrès. Et donc, c'est véritablement la preuve que ce sont ceux des candidats qui ont vraiment le plus voulu qu'il y ait une dynamique commune, qui pour l'instant ont acté cela. Encore une fois, je maintiens mon propos du début. Je maintiens mon propos du début. Je suis convaincu que les discussions se poursuivent et qu'elles se poursuivent vers l'adjonction d'autres forces qui veulent le changement à cette coalition. Et donc, aujourd'hui plus que jamais, la personne, le candidat le mieux placé pour transformer l'essai du 7 octobre, le candidat le mieux placé pour apporter le changement au Cameroun, et le bâtonnier Akeremouna vient de le confirmer lui aussi, c'est bien le tireur de pénalty. C'est bien le professeur Maurice Kamto. Yeah, Kylian, where does this leave the SDF? No, I want just to comment that at the last minute rallying, they always have political implications. We don't want to pretend. But the point is, how far do they go to at the last minute? It depends on the capacity of mobilization of the people who are doing that. It depends on how they reach those people that they have as militant and how they can communicate them to do that. But now, when you look at the timing that is remaining, it will also depend on the instrument, communication instrument that are going to use to reach those people. We don't have a problem. But what is more important for me that I had about that candidate is that when you don't have a political machinery that is implanted for 26, 28 years like SDF, and you came on popularity, what I call populism, and you rallied people on their individuals, on the black and so on, and then now you come, you simply discover that to win presidential election, it is not 1 year before election that you declare your candidacy. Cameroonians that are electorate that need respect need to know your political track as a militant of a party, even as an elected member in the council, even the councillors, so that they can know your ambition. You cannot be a lawyer, you are defending Cameroon very well, then one day you say, I want to be president. They don't have time to know you, and he has discovered that. That's where my problem is. But do you think that's a reason? I don't want, there are many reasons, political reasons. Number one that I think is that, first of all those candidates who were known 1 year before presidential election, I mean, it's an insult to the electorate. Because me as an electorate, I needed to know somebody earlier. We know Paul Biya of 36 years, we know his weak points. We can speak to the electorate. Somebody came yesterday and said, I want to be candidate. Well, it's a good thing that it's out, but I wonder what effect it's going to have. So now I want to land by also saying that when you look at all the 9 candidates, first the experience, the older age, and the young age, the other ones, 1, 2, 3, they are proven. They now we have la force de la the last young ones, Cameroon is a special that we don't need to give to those people. The only person who have private sector experience and public sector experience is Joshua. Created an enterprise of masses, not an elite enterprise which is a cabinet or this. And he's a deputy, he's a parliamentarian, and he is the vice president of the Finance Law Committee of the National Assembly. Serge Alboni. Je vais commencer par dire que le Cameroun est un très grand pays et nous devons préserver les acquis de cette nation qui tourne autour des idéaux de paix, d'unité et de vivre ensemble. À cela, j'invite donc toute la jeunesse camerounaise à voter massivement pour le président Paul Biya. Et je vais donc aller directement sur la coalition, donc vous venez de nous faire part,
Et je vais faire des révélations sur votre plateau. Et c'est très surprenant qu'à 2 jours d'une élection aussi importante que celle-ci, qu'un type de candidat se mette ensemble. Je vais parler de Maître Akeremouna, qui nous a conviés dans son QG à Bonaprison. Maître Akeremouna, autour de lui, son establishment, allez vérifier, vous qui m'écoutez, ce ne sont pas des nationaux. Ce sont des Camerounais, ils sont français. Ils ne sont même pas électeurs. Voilà. Pas... Non, c'est important de le dire. Je veux dire on n'a pas représentant. Oui, mais je le dis parce que là, on parle de coalition. Et je le dis pourquoi? Parce qu'il faudrait que la jeunesse fasse attention. Voilà pourquoi monsieur du SDF, dont j'apprécie les propos, voilà, faisait référence au travail que le SDF a déjà accompli dans ce pays. Parce que si on nous distrait, là, on peut passer à côté de quelque chose de très, très important. Parce que cette élection, vous pouvez dire ce que vous voulez. Le changement d'ailleurs, qu'est-ce que vous entendez par changement? On peut revenir à cela. C'est un concept qui peut aussi vide de sens, qui peut aussi être vide de sens. Dites au Camerounais que c'est vide de sens le changement. Qui peut l'être, parce que tout dépend de tout ce qu'on met dans le changement. J'étais donc en train de dire que vous avez un candidat comme Maître Akeremouna qui dit sur la question du conflit anglophone qu'il va aller chercher la Grande-Bretagne parce qu'il ne peut plus aller chercher le Canada, parce que le Canada est déjà mouillé, parce qu'on a vu tout ce que le Canada a pu faire, qui va aller chercher la Belgique, qui ira chercher l'Afrique du Sud, parce qu'il a les réseaux internationaux pour venir résoudre ce problème. Et ce type de candidat, aujourd'hui, décide de faire une coalition avec Maurice Kamto, et vous pensez que c'est pour le bénéfice du Cameroun? Merci. Je dis non. Je dis non. Je dis vraiment, c'est purement électoraliste, et je sors, M. Dipita, en disant ceci. C'est les idéologies, c'est les projets que nous suivons. Et pour l'instant au Cameroun, le meilleur projet qu'il faut acheter, c'est le projet de la paix. C'est le projet de l'unité, c'est le projet du vivre ensemble. Et il est incarné par un seul homme, un seul candidat, c'est le président politique. Thank you very much, Chess. Thank you very much, gentlemen, for coming. We just hope that it won't be heated at the end of this program. To you, our televiewers, we thank you very much for your kind attention. We do invite you tomorrow. Tomorrow is going to be a special edition on Saturday. We shall be starting as from 7 p.m. right up to from 8 p.m. rather, right up to 10 p.m. where we shall be getting the very last updates as far as the campaigns are concerned. There shall be many rallies, of course, in the economic capital Douala, and we shall be bringing them to you from the various candidates. From the entire team, we wish you a good night. Good night, Peter. L'information du soir, c'est dans cette coalition entre Akeremouna et Maurice Kamto, même si les tractations se poursuivent. Mais aussi un peu plus tôt, il faut rappeler cet appel, ou du moins cette sortie du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, pour la Tangandi, qui demande aux Camerounais de vaquer à leurs occupations dans la paix, de se mobiliser grandement dimanche pour aller choisir leur président dans la sérénité. Bonsoir et à demain 20h pour une autre édition de Destination Etouti.